On va évidemment en parler avec vous, Stanislas Godon, et je vous remercie d'être avec nous. Bonjour Pascal. Avant cela, le témoignage exclusif de la tante de Louis dans l'émission 100% Frontières. 3h30, ils l'ont laissé pour mort sur un chantier. Louis n'avait pas de papier d'identité sur lui. Et donc, ils ont diffusé des vidéos directement après le lynchage, puisqu'ils se sont mis en scène, comme s'ils célébraient quelque chose de glorieux, qu'ils ont envoyé à certains des amis de Louis, soit pour se féliciter de leur... je sais pas les mots, soit pour prévenir les autres de quoi ils sont capables de faire. Et en fait, un des amis de Louis qui a reçu la vidéo a compris où il était. Il aurait appelé les pompiers. Les pompiers ont été sur place mais n'ont pas trouvé Louis tout de suite. Ils ont été appelés sur une autre intervention. Et c'est les ouvriers du chantier sur lequel il a été tué qui l'ont retrouvé le lendemain. Stanislas Godon, évidemment, cette sauvagerie, elle nous interpelle. Cette sauvagerie, mais également ces esprits, ces cerveaux. C'est-à-dire que non seulement ils tuent, mais ils filment, ce qui d'une certaine manière signe leur forfait, et ils diffusent. Donc on cherche toujours à comprendre. Tous les journalistes que nous sommes cherchent toujours à comprendre. Et puis on peut ne pas être journaliste et chercher à comprendre. Et on n'a pas de solution, on ne trouve pas d'explication plus exactement. Difficile d'expliquer l'inexplicable, pardon. Mais moi je voudrais pousser un bon coup de colère quand même. Parce que nous les policiers, ça fait des années qu'on dit que l'histoire des mineurs, c'est une bombe à retardement qui est en train de nous exploser à la figure, tant sur les mineurs victimes que sur les mineurs qui sont des auteurs de faits qui sont passibles des assises. Parce que là, un guet-apens, ça s'organise pas sur un claquement de doigts. Quand on décide de filmer et de revenir sur la scène pour filmer le jeune qui est à terre, c'est que quand même quelque part on a une désinhibition absolument totale à la violence et qu'il n'y a plus de censure, plus d'autocensure. Tous les freins, tous les verrous ont sauté. Alors après, une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est bien ça la question. Il va y avoir la problématique, notamment de l'histoire de l'ASE. Il va falloir un peu expertiser aussi ça. L'ASE, c'est à peu près 400 000 mineurs, et jeunes adultes, puisque ça va jusqu'à 21 ans, qui sont gérés par l'aide sociale à l'enfance. Et en face de ça, vous avez 113 000 emplois qui s'occupent des presque 400 000 mineurs. Bon, là, j'ai envie de dire que, contrairement à ce que dit le président de la République, ne pas parler d'histoire des moyens, c'est quand même un sujet en tant que tel. Après, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que le choc d'autorité, pour que, je dirais, la réponse pénale, notamment de la société, elle soit à la hauteur de ce que font notamment ces mineurs. Aujourd'hui, il y a des gamins, ils sont capables de faire des assassinats pour quelques centaines d'euros pour le narcotrafic. Aujourd'hui, on a des gamins qui organisent des guet-apens et qui tabassent à mort un individu de 17 ans, et qui eux-mêmes ont 17 ans d'ailleurs. Et en plus, ils se connaissaient, c'est encore pire. Donc, c'est vous dire si l'état de la société d'aujourd'hui, et l'état notamment de la société, de la minorité dans la société, elle est en dérive complète. Et je le redis, c'est une bombe à retardement qui est en train de nous péter à la figure. Stanislas Godon, délégué national du syndicat de police Alliance, qui était avec nous à 16h08. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Je vous propose d'écouter un deuxième passage de la tante de Louis, donc dans l'émission 100% Frontières ce matin avec Éric Tegner et avec Gauthier Lebret. L'article sortir et je vois ma sœur qui voit l'article et qui commence à éructer. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pas une rixe en fait, mon petit garçon, ce qu'ils m'ont fait. Parce que moi, je l'ai vu, moi je l'avais la vidéo, je sais que c'est pas ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le journaliste. Je lui dis, qu'est-ce que vous racontez ? Mais madame, c'est les éléments qu'on m'a donnés. Mais c'est pas ça les éléments. Et en fait, j'ai pris la décision ce matin, en accord avec ma sœur et le papa de Louis, qu'on n'allait pas se laisser faire. Et qu'on allait faire savoir les choses. On a publié sur les réseaux, on a contacté les gens. Et aujourd'hui, toute la presse est unanime. C'est un guet-apens et c'est un assassinat. Mais on avait les leviers pour. Mais les gens qui n'ont pas les leviers, combien il y a d'enfants ? Peut-être Louis, ce serait resté juste une page dans les faits divers à Perpignan, ou à Narbonne. Honnêtement, je crois que la seule chose qu'il faut, c'est que les juges, maintenant, prennent en considération, vraiment, ce qui s'est passé. Ils ont les vidéos, ils ont tout. Il faut
que ces personnes soient jugées à la hauteur de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont arraché la vie à coups de poing dans le crâne d'un enfant de 17 ans. Il n'y a pas d'autre mot, c'est cru, c'est violent, mais c'est ce qui s'est passé. Louis avait 17 ans, il a été tué, lynché à mort vendredi soir, et vous entendez le témoignage de sa tante. Alors, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas, et c'est Pascal Garbarini qui nous l'a dit ce matin. Un mineur, lorsqu'il est en détention provisoire, il ne peut rester qu'1 an. C'est-à-dire qu'au bout d'1 année, la loi oblige à le sortir. Même prison. en matière criminelle ? Oui, c'est Pascal Garbarini qui nous l'a appris. Un mineur ne peut pas rester en détention provisoire plus d'1 année. C'est ce qu'il m'a dit, donc je ne l'ai pas, pour tout vous dire, vous... Non, mais je suis tellement je n'ai même pas vérifié, puisque il l'a dit à l'antenne, d'ailleurs. Donc, Bon, il faudra expertiser, mais je suis pas sûr qu'il n'y ait pas la possibilité d'une prolongation. Mais de toute façon, les mesures à l'encontre des mineurs, de toute façon, sont atténuées. Et c'est bien ça aussi le sujet de la loi Attal qui avait été portée. C'est justement de faire une dérogation à l'atténuation de la responsabilité pénale pour les cas les plus graves. Et puis, vous savez, comme d'habitude, le Conseil constitutionnel a retoqué cette disposition qui pourtant était intéressante sur l'application notamment. Et nous parlons de Louis, 17 ans, qui a été tué, lynché à mort vendredi soir à Narbonne sur un chantier par 5 jeunes, dont 3 mineurs. Vous vouliez intervenir, Gauthier Lebret? Il y a plusieurs volets dans cette histoire. Il y a déjà la responsabilité de l'État qui va être mise en cause, comme sur l'affaire Liana, pour d'autres raisons. C'est effectivement ce qu'a dit Stanislas Godon, l'aide sociale à l'enfance. L'État avait la charge de cet enfant et ne l'a pas protégé. Puisque je rappelle qu'il y a une première agression, un premier lynchage de Louis, il va parler aux policiers, et c'est vraisemblablement parce qu'il est allé parler aux policiers qu'ils ont ensuite organisé un guet-apens 12 juin. Pour donc l'assassiner, pour qu'il ne parle plus jamais aux policiers. Ça serait le mobile du guet-apens. Premier point, l'aide sociale à l'enfance est en plein scandale pédocriminel, puisque avec le périscolaire, évidemment, le focus et l'affaire Liana a été mis sur la pédocriminalité dans ce pays. Sur 22 000 jeunes filles en France qui font partie d'un réseau de proxénétisme, 22 000 jeunes filles, 80% sont passées par l'aide sociale à l'enfance. C'est un scandale géant. Donc c'est-à-dire que quand c'est la double peine, quand vous êtes confié à l'aide sociale à l'enfance, vous avez un risque de terminer dans un réseau de proxénétisme ou maintenant même de vous faire assassiner. Donc à mon avis, le scandale pour l'ASE va être très important. Et puis le troisième volet, c'est évidemment le volet médiatique. Comme à chaque fois, on tente de réécrire ce qui s'est passé, exactement comme à Crépol. La PQR, la presse quotidienne régionale, notamment l'Indépendant, parle de Rix. Et c'est pourquoi la tante, au nom de la mère et du papa de Louis, a décidé de contacter Jules Laurent de 100% Frontières pour rétablir la vérité. C'est elle qui nous a donné les vidéos, c'est elle qui nous a donné les photos du jeune Louis pour rétablir la vérité. Et maintenant, vous savez ce que fait l'Indépendant? Il l'harcèle. Il la couvre d'appels et de messages. Et donc elle nous a dit, mais en plus ils n'ont aucune honte. Ils ont écrit que c'était une rixe alors qu'ils avaient tous les éléments pour prouver le contraire. Et maintenant ils m'appellent pour essayer de rétro-pédaler. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils avaient tous les éléments pour prouver le contraire? Ah bien sûr, et alors s'ils les avaient pas, c'est-à-dire que vous pouvez écrire n'importe quoi? Non, mais c'est-à-dire que vous pouvez dans un dossier avoir de sources policières, par exemple, des premiers éléments. Le terme de rixe est toujours utilisé sur le site de l'Indépendant. Bon. On a fait 2 heures dessus. Ils n'ont pas les éléments. En revanche, là en ce moment, le terme de rixe, nous venons de le vérifier, est toujours utilisé par l'Indépendant. Mais Pascal, vous avez commencé l'émission en disant, quand on a des faits divers, tous les journalistes... Ils ont fait la une avec le guet-apens, me dit Laurent Tessier. La une de l'Indépendant, l'Indépendant, l'édition Carcassonne. Voilà, édition Carcassonne, Laurent Tessier, puisque vous en avez parlé ce matin. Est-ce qu'ils ont rectifié? Je me connecte sur le site de l'Indépendant. Alors l'Indépendant est un journal... le bien nommé, et qui est effectivement et je dans la région du Sud-Ouest. Et je écrit sur le site de l'Indépendant actuellement, avec donc un téléchargement qui a 2 secondes. Un adolescent entre la vie et la mort après une violente rixe. Oui, mais il est mort. Donc ça, c'est sans doute... c'était obsolète. Oui, mais c'est-à-dire que vous rectifiez l'article, il est toujours disponible sur le site de l'Indépendant. Oui, alors effectivement. Bah oui, la famille veut que cet article soit supprimé. Oui, la rixe a été d'une extrême violence. Voilà. Donc ça, c'est daté du 22/06 à 19h13. Donc ils n'ont pas mis à jour depuis 3 jours. Ce que je dis, c'est que l'article est toujours disponible. Oui, c'est pas. Quand vous faites une fake news et que c'est une fake news, vous changez l'article. J'entends, mais c'est un ancien article. C'est important de le préciser, c'est-à-dire qu'il ne présente pas cette affaire aujourd'hui en disant que c'est une rixe. Pour rappeler l'affaire, il parle une nouvelle fois de rixe. Mais vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit, Pascal, tous les journalistes se posent la question aujourd'hui pourquoi ces faits se reproduisent-ils, et ces faits de société. Pardonnez-moi, Pascal, c'est pas tous les journalistes. Le traitement médiatique qui est fait de ce drame absolu
plus, et vous ne m'entendrez plus jamais parler d'affaires, puisque c'est à la demande d'auditeurs et d'auditrices d'Europe 1 qui nous ont interpellés le week-end dernier lorsqu'on parlait de l'affaire Liana. Je vous en supplie, arrêtez d'employer ce terme affaire. C'est un drame pour la famille, c'est un drame pour la nation. Donc moi, le drame mais qui vous avez touche... raison, les mots ont un sens, et vous avez parfaitement raison, Elliot, que chaque mot dans l'espace médiatique est souvent fait pour minimiser comme pour Elias, comme l'affaire Elias avec la machette. Et donc, Elisabeth Assayag. Comme pour l'affaire Elias, moi quand je vois l'histoire de Louis, je pense à Elias, je pense à Liana. On en a assez de toutes ces affaires qui se cumulent. Chaque matin, j'ai la nausée quand j'écoute les infos, quand je lis la presse. Je me dis, quelle est la nouvelle affaire de ce matin ? Et là, en effet, si on parle de Rix encore, vous avez raison que chaque mot a un sens. Machette pour Elias, guet-apens pour Louis, et il ne faut pas qu'on s'arrête là. Bon, écoutons une nouvelle fois la tante de Louis dans l'émission 100% Frontières. Elle parle du cerveau de Louis. Après cette découverte, le commissariat a appelé ma sœur en fin d'après-midi samedi, qui m'a appelé tout de suite en hurlant au téléphone qu'il fallait qu'on y aille très vite parce que le pronostic vital était engagé. J'ai tout de suite appelé l'hôpital. J'ai eu le médecin qui avait pris en charge Louis et qui m'a dit « Madame, il faut que vous veniez très très vite sur le centre hospitalier de Perpignan, ce qu'on a fait. » Ils l'ont opéré tout de suite. Les médecins nous ont dit qu'il y avait très peu de chances en fait qu'il survive à l'opération parce que les dommages étaient trop importants. Il a survécu. La première partie était extrêmement compliquée parce qu'en fait, son cerveau était tellement abîmé qu'en fait, aucune stimulation ne devait lui être imposée. Donc on pouvait le voir, mais à distance, ce qui était très frustrant pour nous parce qu'on avait envie de lui parler. On a eu des bonnes nouvelles le lendemain. La pression du cerveau était redescendue, donc on s'est remis à espérer. Et en milieu d'après-midi, les médecins nous ont annoncé qu'en fait, l'autre partie du lobe droit avait lui aussi été impactée et qu'il n'y avait pas de solution, qu'il ne se réveillerait pas. Et on a pu quand même rester auprès de lui. Et cette fois-ci, on avait vraiment accès à lui. On en a profité jusqu'au bout, on a dormi avec lui, on s'est relayé chaque seconde, il n'a pas été une seule seconde tout seul. À 16h20, l'attente de Louis et ce témoignage nous déchire le cœur. Elisabeth Assayag, on va être avec Pascal-Pierre Garbarini parce que on a parlé. Bonjour Pascal-Pierre, rebonjour puisque vous étiez ce matin avec nous sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews. Vous disiez, et c'est ce qu'on voulait vous faire préciser, que les mineurs ne peuvent pas rester plus d'une année en détention provisoire. Est-ce que c'est votre expérience qui dit cela ou est-ce que c'est la loi qui l'ordonne ? Alors, vous savez que on parle souvent de l'ordonnance de 1945 concernant les mineurs. En fait, l'ordonnance de 45, elle a été modifiée aujourd'hui et il y a ce qu'on appelle un code de la justice pénale des mineurs qui date de septembre 2019 et qui est rentré en application en 2021. D'accord ? Et le 30 septembre 2021 exactement. Donc depuis le 30 septembre 2021, c'est le code de la justice pénale des mineurs qui s'applique. D'accord ? Premier point. Deuxième point, lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans et qu'il a commis un crime, et donc là, pour le jeune Louis, on est sur un assassinat, donc qui est un crime, le mineur peut faire la détention est de 1 an maximum. Point. Ça, c'est le principe. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par le juge des libertés et de la détention pour 2 fois 6 mois. C'est-à-dire une première fois 6 mois, ça passerait donc à 18 mois, et une autre fois 6 mois, donc on serait à 2 ans maximum. Là, ensuite, la loi ne prévoit plus de prolongation. D'accord. Mais le principe, c'est 1 an. Et donc, effectivement, il faut changer ça. C'est le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut changer, évidemment, la loi. Encore une fois. Alors, et pour vous donner un ordre d'idée, quand même, c'est que sur une affaire
comme celle de Louis, où nous avons vu qu'il y a 5 personnes qui ont été mises en examen, donc où il y a 5 auteurs présumés, puisqu'au moment où on se parle, ils sont présumés innocents. Vous vous doutez bien qu'en une année, pour un juge d'instruction, ça va être très compliqué pour terminer la procédure dans le délai d'une année, et même dans un délai de 2 ans. Et donc ils comparaîtront libres, c'est ce que vous nous dites. Ah, ça c'est quasi sûr. C'est quasi sûr. Oh là là. C'est à vomir. Ouais, je trouve qu'effectivement, c'est. Parce que. Mais Crépol, le jugement n'est pas passé, ils sont toujours en détention provisoire. Ils ne sont pas tous mineurs. Mais ils ne sont peut-être pas tous mineurs, effectivement. Il y en a, il me semble, dans le lot. Sans doute, il faudrait vérifier. Bon, merci Pascal Pierre, on vous a dérangé, mais c'est bien que vous nous ayez apporté cette précision. Alors, je vous donne quand même l'article, c'est L433-5. L433-5 du Code de la justice pénale des mineurs. Eh bien, écoutez, je le note. Effectivement, ce sont des informations qu'on découvre, d'ailleurs, parce qu'on ne connaît pas, bien sûr, le fonctionnement aussi précisément que vous de la justice française. Merci, Pascal Pierre Garbari. Je voulais vous faire écouter cette vidéo publiée par 100% Frontières, vidéo d'une agression que Louis, 17 ans, a vécue. Et on y voit le jeune homme mis à terre. Écoutez. Fais demi, voilà. J'ai t'enculé. Fais demi, fais demi. Cours. J'ai t'enculé. C'est bon, voilà, je suis désolé. Voilà, alors casse-toi, allez. Moi, je veux que des KO. C'est bon, il a tapé KO, il dort. Il a tapé KO. Voilà, je vais mettre KO. Allez, on taille. Voilà, regardez. Les petits trous du cul comme lui. Regarde ma tête. Il a tapé KO. Voilà, une tarte, on l'a vu KO, ce trou du cul. C'est terrifiant, je vous assure, c'est terrifiant. Ça fait penser, c'est un mode opératoire qui devient de plus en plus régulier. Moi, ça me fait penser, pardon, mais je fais une analogie avec le 7 octobre, quand ils violent et qu'ils tuent, et qu'ensuite ils se filment, ils font des selfies, ils sont hyper contents, ils boivent une canette de coca. Il y a un truc un peu similaire. Cette dimension, c'est partout. C'est universel maintenant de tuer et de se prendre un selfie. Le 7 octobre, il y avait une dimension antisémite. En plus, une volonté bien sûr, de tuer des Juifs et de faire un pogrom. Donc là, mais là, on est dans un guet-apens, dans une violence, dans la France orange mécanique. C'est la France orange mécanique. On est avec des jeunes gens qui ne savent pas. Il n'y a aucune empathie. Il n'y a plus rien. On est au-delà. C'est incompréhensible. C'est-à-dire que s'il ne s'était pas filmé, c'est ça qui est absolument sidérant. Peut-être on aurait eu davantage de mal à les retrouver. Vous savez qu'il laissait en accès libre cette vidéo, c'est-à-dire que normalement vous la mettez sur Instagram, elle est disponible 24 heures. Là ils l'ont publiée pour qu'elle soit disponible en permanence. Et ce que vous venez d'entendre, c'est ce qui s'est passé le 12 juin. Donc c'est-à-dire que c'est le premier lynchage. Il en sort vivant. Il va parler à la police. Et cet enfant n'est pas protégé ? Cet enfant n'est pas protégé. Ce qu'on vient d'entendre, c'est pas la scène de lynchage mortel. C'est une première agression qu'il subit une semaine avant. Il va parler à la police et c'est parce qu'il a parlé à la police que vraisemblablement ils ont fait un deuxième guet-apens sur ce chantier pour le tuer. On le protège pas cet enfant. Que fait l'aide sociale à l'enfance ? Qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gens ? Entre le 12 et le 19, je pense qu'aujourd'hui, dès que tu entres dans un domaine, tu t'aperçois que c'est catastrophique. Voilà, tu t'aperçois que rien ne fonctionne. Pardonnez-moi de le dire comme ça, rien ne fonctionne. Et vous vous rendez compte de l'aide sociale à l'enfant, 22 000 enfants qui sont dans des réseaux de proxénétisme. Je vous le répète, rien ne fonctionne. Tout va à volo, et vous avez parfaitement raison. Dans un système qui fonctionnerait, il y aurait ou une protection policière. Le premier ? Oui. Ah, ça c'est une bonne question. Je pense, puisqu'il a parlé à la police. Et quand on est mineur, pour parler à la police, il faut avoir l'accord des parents ? Pas forcément. Je pense que. Alors, le cas Stanislas Godon. Oui, le cas des auditions pour les mineurs, il y a de toute façon un avis qui est fait aux parents. Ou au responsable de l'autorité parentale. Ou l'ASE. Sauf si, évidemment, il y a mise en danger, mais ça, c'est dans le cas des affaires de crimes sexuels, où pour protéger l'enfant, on évite évidemment le contact avec l'autorité parentale. Il est 16h27.